Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Je suis Thibaut ou Urunime selon ce que vous préférez et aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet qui est en fait, en gros, la deuxième version d'un sujet qu'on avait déjà traité il y a un an. Et ben voilà, c'est une première, il faut bien qu'on en parle aussi. C'est tout simplement les Rotettos, les cartes qui sortent actuellement du standard, donc du coup les 4 éditions qui vont sortir du standard. Pour ensuite regarder un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant parmi elles à acheter, puisque généralement les prix ont tendance à baisser, ou au contraire à monter, mais ça on va en parler un petit peu après. Avant toute chose, alors bon, il y a plein de choses à dire aujourd'hui, j'ai tellement de choses à vous dire, puisque bon... alors déjà je vous avoue que là c'est un petit peu le bazar, parce que en fait j'avais déjà enregistré une vidéo pour cette semaine, parce que du coup j'avais décalé d'une semaine toute ma programmation, sauf que si je décale d'une semaine, bah du coup ça fout le bordel dans le planning, et du coup, en plus comme en ce moment je suis en train de déménager en bonus... C'est le bazar, c'est l'énorme bazar, donc voilà. Autant vous dire que là c'est un petit peu fait à l'arrache et que voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux comme d'habitude. Mais bon, il y a plusieurs choses qui se sont passées cette semaine ou qui ont été annoncées cette semaine. Bon, déjà en début de semaine on a eu l'annonce comme quoi la Spark TV allait s'arrêter, donc elle s'est arrêtée ce vendredi. La Spark TV, pour ceux qui ne connaissaient pas, en fait c'était un regroupement de plusieurs streamers sur Twitch, des streamers qui jouent en fait à Magic Arena généralement, ou à Magic Online à l'occasion, il me semble, c'est arrivé quelques fois. Mais en gros, c'était une série de créateurs, enfin, un regroupement de créatures, en fait, de créateurs qui avaient pour vocation, en fait, de présenter des shows toute la journée, durant la semaine, voilà, du matin jusque tard le soir. Donc voilà, c'était très intéressant, et surtout, c'était l'une des seules web TV, alors francophone, oui, certes, mais surtout aussi des seules web TV au monde à faire ce concept-là, de réunir uniquement pour parler de Magic. Donc du coup, dedans, il y avait ValetPL et Magic Sechic notamment, mais il y en avait plein d'autres, voilà, que vous connaissez certainement. Donc du coup, bon voilà, un petit merci à eux pour ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils ont quand même mis énormément en avant... Magic ces derniers mois, avec toutes leurs actions et puis les événements qu'ils ont pu réaliser, donc du coup, GG à eux et bon courage pour la suite. Sinon, autre annonce, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup cette semaine. Cette semaine, on a eu une annonce qui a été faite via Command Zone et qui a été confirmée par Star City Games et Wizards. En gros, durant les mois qui vont suivre ici, durant cette fin d'année 2019, nous allons avoir un nouveau type d'événement qui va se dérouler malheureusement uniquement aux États-Unis, mais en gros ce sont des Command Fest. Alors pour ceux qui connaissent les Magic Fest, vous doutez bien un petit peu de ce que ça va être. En gros ce seront des gros événements qui vont être tournés essentiellement autour du Commander. Alors je n'ai pas compris, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'event principal, j'ai relu à plusieurs endroits, et en fait j'ai l'impression qu'on va avoir une série d'événements Commander sur tout le week-end, généralement, avec en plus des formats alternatifs. Alors oui, des formats alternatifs, mais attention, pas n'importe lesquels. Là on parle de formats alternatifs qui ne sont même pas officialisés par Wizards. C'est-à-dire que bon, on a du troll à deux têtes en Commander, c'est fun, d'accord. On a aussi de Lossbreaker, voilà, le nouveau format qui avait été créé par la communauté, donc du coup c'était avec voilà, les Planeswalkers et le sort signature à côté. En Command Zone, donc du coup voilà, c'était intéressant, et du coup ils le mettent en avant. Ils mettent aussi en avant le Duel Commander, et oui messieurs dames, le Duel Commander va être mis durant ces événements-là, et en gros le but c'est qu'on ait en plus à côté un gros espace de jeu dans lequel on pourra jouer ensuite au Commander et tout, et voilà pour le fun. Et en ggros, ça serait vraiment un moment dédié, c'est au Commander, voilà. Mais alors ça se passe uniquement aux États-Unis. Il va y avoir 3 dates, si je me souviens bien. Alors j'ai plus les endroits et tout. Voilà, bon, les États-Unis, la géographie, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Mais en tout cas, il y a 3 dates qui sont déjà prévues aux États-Unis et c'est assez intéressant. Mais on espère surtout les voir arriver en Europe. Donc la bonne nouvelle en plus, c'est que en fait, Channel Fireball, c'est eux qui s'occupent d'organiser ces Command Fest. Et tout simplement, en fait, ces Command Fest là, étant donné que Channel Fireball les organise aux États-Unis, mais qu'eux ils ont aussi la charge d'organiser les Magic Fest en Europe, il y a tout à fait moyen en fait qu'on ait ces événements-là qui débarquent en Europe. Je pense que pour le moment c'est un test de la part de Wizards, mais ce qui m'embête un petit peu là-dessus, sur cette annonce-là, c'est qu'en fait, elle fait doublon avec une autre annonce qui a été faite après le Magic Fest Las Vegas, durant lequel, en fait, il y a eu un espace dédié qu'on appelait la Command Zone, qui était du coup un énorme endroit dans lequel en fait,
On avait des personnalités de YouTube que vous connaissez déjà, voilà, enfin des créateurs de contenu du Commander et même d'autres formats qui sont venus jouer dans cette command zone là, avec en plus plein de gens qui pouvaient y accéder, en fait avec un pass en gros pour accéder à cette zone là, qui était une zone de jeu libre, mais en plus avec des événements Commander dédiés, des événements spéciaux, tout ça. Enfin bon, plein de choses organisées. Et en fait, après le Magic Fest Las Vegas, Gavin Verhey, je sais plus comment on le prononce, excusez-moi, a annoncé en fait que du coup les command zones seraient prolongées à partir du début octobre. Elles seraient proposées en fait dans tous les Magic Fest en Europe, aux États-Unis et il me semble au Brésil. Voilà. Mais sauf que, grande annonce, hein, il y a un Magic Fest qui se déroule en France. Durant cette fin d'année, les 1er, 2 et 3 novembre, on a en fait le Magic Fest Lyon qui se déroule et j'y serai, et je serai probablement dans la command zone avec l'accès, du coup le pass 3 jours, j'y serai les 3 jours, partirai peut-être un petit peu plus tôt quand même le dimanche, parce que bon, il y a de la route à faire, mais autant vous dire que oui, si vous voulez me retrouver, moi et puis aussi quelques-uns des invités de la tour de commandement, plus pas mal de gens en fait assez connus, parce que j'en ai déjà parlé avec Magic Seshi qui y seront aussi, Val et PL il me semble qu'ils y seront aussi, enfin bon, voilà, il y a plein de gens qui y seront, et moi je serai dans la command zone, et si jamais vous voulez qu'on se retrouve, qu'on joue ensemble, ça sera l'endroit où me trouver, et aussi, pourquoi pas prendre une grande photo tous ensemble, je sais pas, voilà, faire une petite photo de groupe, voilà, dire, voilà, ça c'est tous ceux qui sont dans la tour avec moi, ouais, et voilà, et je vous avoue que ça va être un grand moment, je pense que c'est peut-être le moment durant lequel on va pouvoir se retrouver le plus facilement possible. Et du coup je vous invite à, si possible, à être présent, voilà, si c'est pas possible, du coup envoyez vos petits messages, voilà, le jour J, pour me dire allez, il faut gagner des games, allez vas-y. Et puis vous me rappelez surtout de faire des photos, parce que j'ai tendance à oublier, moi je préfère apprécier le moment, mais je sais que ça vous fait plaisir d'avoir quelques photos quand même de l'événement, donc du coup il y aura bien évidemment un petit retour sur cet événement-là, etc. Je ne ferai pas de vidéo annonce séparée, voilà, considérez-le qu'aujourd'hui je vous fais l'annonce comme quoi je serai présent au Magic Fest Lyon, dans la command zone essentiellement, et que si vous voulez me retrouver, ça sera là-bas, sachant que vous avez accès, alors excusez-moi, je vais aller vérifier un petit coup sur internet quand même, je suis pas très pro aujourd'hui, je suis un petit peu à l'arrache surtout. Donc du coup, le pass Command Zone 3D 3 Days, donc pour les 3 jours du Magic Fest Lyon, c'est un packaging en fait qui va vous coûter 75 €, voilà. Mais alors oui, vous pouvez vous dire c'est un petit peu cher quand même. Oui, sauf que derrière on va avoir du coup l'accès réservé à un espace dédié du coup pour le commandeur. Ensuite on a 3 events à la demande qui sont disponibles. Un Sol Ring promo et une deckbox en plus. Alors le Sol Ring promo foil, c'est celui qui était du coup distribué à Las Vegas, et ils ont décidé de le rééditer pour ces autres événements. Donc du coup ça va être assez limité quand même comme promotion, et étant donné que la carte doit valoir déjà 50 € à elle seule, je pense que bon, vous en avez déjà pour votre argent, mine de rien. Donc voilà, c'est plutôt intéressant je trouve, et puis on verra du coup ce que ça donne à ce moment-là si vous venez. Sinon, rappelez-vous, Discord disponible, c'est dans la description, voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre. Sinon, nos réseaux sociaux, la tour de commandement sur Facebook, @tour de commandement, sur Twitter, @tourdecom avec 2 M, notre adresse mail, tourdecommandement@gmail.com, et moi, Eronyme sur Facebook et Eronyme FR sur Twitter. Bon, du coup aujourd'hui on est là pour parler des Rotatos. Qu'est-ce que c'est les Rotatos ? Les Rotatos en fait ce sont, voilà, c'est un terme que les Américains utilisent, je l'aime bien. En fait c'est un terme qui désigne les cartes qui vont sortir du standard, celles qui sont touchées par la rotation. Et du coup, ces Rotatos, il y a des cartes dedans qui peuvent être intéressantes pour le commandeur. Du coup, alors je vous rappelle que cette fois-ci, avec la sortie de Throne d'Eldraine, du coup, début octobre, on aura les 4 éditions qui vont sortir, Ixalan, Combattant d'Ixalan, Dominaria et M19. Donc autant vous dire qu'il y a déjà du bon stuff. Je ne vais pas parler des créatures légendaires durant cette vidéo, ou alors très peu, enfin disons celles qui forcément ne demandent pas forcément un gros building autour de cette créature-là, mais qui peuvent très bien être intégrées dans d'autres decks, voilà, ça peut être à l'occasion. Mais la plupart du temps, celles où on voit que ce sont quand même des cartes qui sont faites pour être commandant, je ne vais pas ou peu en parler, puisque voilà, je pense que si elles vous intéressent, vous serez déjà au courant. Là, on va surtout parler des cartes qui sont intéressantes. Et alors,
peu importe qu'elle coûte déjà de l'argent ou pas, ou qu'elle coûte rien actuellement à acheter, pardon. Moi je vis surtout l'intérêt, donc c'est un petit peu une mini review de 4 éditions en une seule vidéo finalement. Même s'il y a quand même pas mal d'autres cartes qui sont intéressantes, celle-ci me semblait le plus parmi toutes les autres. Commençons avec Ixalan, voilà, on va faire dans l'ordre chronologique, et on va commencer avec un enchantement Cendre des Abjects, qui coûte 2 dont un blanc, qui dit que les joueurs ne peuvent pas lancer le sort depuis les cimetières, ni activer les capacités des cartes dans les cimetières, et à chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez 1 point de vie. Ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est une stratégie anti-cimetière, c'est un bon remplacement en comparaison avec d'autres cartes, Rest in Peace par exemple, voilà, ou Tomic avec les terrains, voilà. Ça peut être un bon choix, une bonne alternative si jamais votre groupe de jeu joue pas mal sur les cimetières. Le Solel de Kinjali, un dinosaure qui coûte 3 dont un blanc, c'est une 2-3 vol, et les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagées. Alors oui, je sais qu'il existe déjà les enchantements, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, durant les Rotatos de l'année 2018, avec Autorité des Consuls, et là c'est pareil, bon du coup, on a cette petite alternative là, une créature en plus, si vous aimez bien contrôler un petit peu et éviter que vos adversaires aient des créatures qui arrivent très rapidement et qui tapent très fort, ou qui puissent les défendre éventuellement, donc voilà. Et en plus c'est un dinosaure, donc si vous jouez un deck dinosaure, parfois, ça peut être bon. Sinon, un classique un petit peu du standard, l'aménagement des décombres, puisque c'est un éphémère qui coûte 4 dont 2 blancs qui exile toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle, mais ce joueur peut les chercher dans sa bibliothèque, autant de cartes de terrain de base et les mettre sur le champ de bataille engagé. Voilà, donc du coup c'est un sort de gestion un peu classique, voilà, bon je sais qu'il y a d'autres alternatives plutôt pas mal, on a eu Vent d'Abandon récemment qui exilait toutes les créatures que vous ne contrôliez pas, là on est plus sur vraiment du tempo au niveau de la phase attaque, et en plus ça coûte un peu moins cher niveau mana, donc pourquoi pas. Dernière carte blanche de Ixalan, la garde d'honneur de Tocatli, qui est en fait pour 2, dont un blanc, une humain soldat 1-3, qui dit que les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. C'est en fait tout simplement une orbe de torpeur sur une créature, donc bon, pourquoi pas. En bleu, on a un petit peu plus de cartes, on a l'adaptation ésotérique, un enchantement pour 3 dont un bleu, qui dit qu'au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature, et les créatures que vous contrôlez ont le type de créatures en plus de leurs autres types, et voilà, c'est vrai pour toutes les sorts de créatures et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Donc du coup, bah voilà, vous avez toutes vos créatures qui ont un type supplémentaire. Ça peut être intéressant quand vous jouez tribal et que parfois vous avez des cartes qui ne sont pas de la même, voilà, même type de créature, et du coup vous avez besoin d'aller les chercher ou d'avoir un effet qui se déclenche quand on les arrive, tout ça. Donc ça peut être une bonne chose, voilà, c'était une petite carte sympa. Eau de plonge racine, un enchantement qui coûte 3 dont 1 bleu. À chaque fois que vous lancez un sort d'ondin, créez un ondin, un ondin 1 bleu avec la défense talismanique. Et bah écoutez, oui, je pense que c'était une bonne carte pour les ondins, ça reste un classique en fait, vu que bah voilà, faire des ondins directement avec la défense talismanique, en plus ils se protègent, l'enchantement ne coûte pas cher, voilà, ça permet d'avoir plus de board plus rapidement, donc bah voilà, c'est bien. Le héros des ruisseaux secrets, pour 4 dont un bleu, c'est un ondin guerrier qui est une 2-3. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ne peuvent pas être bloquées. Voilà, imbloquable pour toutes vos créatures avec des marqueurs. Bah du coup comme elles sont déjà renforcées, c'est encore mieux de pouvoir faire en sorte qu'elles puissent pas être bloquées. Donc une très bonne carte que j'ai déjà jouée dans pas mal de decks marqueurs +1/+1 et ça fonctionne du feu de Dieu. Le blâme du fleuve qui coûte 6 dont 2 bleus, c'est un rituel qui renvoie tous les permanents non terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main de leur propriétaire. Alors, c'est dommage, parce que cette carte-là, bah, si on la compare à son excellente version qui est la faille cyclonique, bah c'est sûr, elle est en rituel, alors que faille cyclonique est en éphémère, elle coûte juste 1 de moins, bon d'accord, ok. Vous renvoyez tous les permanents qu'un seul joueur contrôle, donc du coup ça veut dire que vous ne ciblez pas tous les autres joueurs à part vous, donc bon, c'est une version strictement moins bonne, mais quand même, dans la version budget et aussi un peu plus fair play de la carte faille cyclonique, c'est une très bonne version, donc du coup, on prend. À la recherche d'Ascanta, alors celui-là, je pense que ça va être compliqué de le voir baisser de prix, puisqu'il est joué dans tous les formats en fait. Un enchantement légendaire qui coûte 2 dont 1 bleu, qui vous dit qu'au début de votre entretien, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque, la laisser au-dessus ou la mettre au cimetière, voilà. Et en plus derrière, vous pouvez le transformer, voilà, en terrain, qui fait quelques effets, enfin un effet pour un peu de filtrage de bibliothèque, mais ça on s'en fout. L'essentiel c'est quand même la première partie où vous avez quand même cette possibilité de mettre au cimetière directement les cartes qui vous intéressent pas. Donc c'est plutôt pas mal et ça reste pas cher en fait au niveau du coût de mana. Au niveau du prix, j'ai été vérifié juste avant la vidéo, c'est pas non plus extrêmement cher, voilà, ça vous coûtera quelques euros, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est quand même dommage de pas le voir baisser un peu plus.
La Fleurie de sort, un éphémère qui coûte 5 dans 2 bleus, vous contrecarrez le sort ciblé, vous créez X jetons d'artefact incolore trésor, X étant le coût converti de mana de ce sort. Les trésors, voilà, vous pouvez les engager et les sacrifier pour rajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Et ben du coup, oui, je pense que la Fleurie de sort pour moi ça reste un des très bons contre-sorts parce qu'on a Mana Drain qui existe qui disait oui, bah vous gagnez X mana incolore au début de votre première phase principale. Voilà, sachant que bon, il coûtait 2, mais du coup le mana devait être utilisé tout de suite après. Là, la Fleurie de sort, vous pouvez utiliser un petit peu à la fois sur certains autres sorts, et puis c'est bon. Donc, une bonne alternative et un très bon choix, je trouve. Alors, en noir, j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai la quêteuse de sanctuaire et le mépris de Vraska. La quêteuse étant un vampire chevalier qui coûte 4 dans de noir, une 3-4. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Très bien pour pomper les points de vie des adversaires. Ça fait vraiment très mal, donc on prend. Le mépris de Vraska, lui, c'est un éphémère qui coûte 4 dans 2 noirs, lui aussi. Exiler la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, vous gagnez 2 points de vie. Alors, moi je trouve très bien en fait celui-ci, pourquoi ? Parce que gestion de planeswalker et de créatures en exil, bien, en noir, et en plus vous gagnez quelques points de vie, tout ça en éphémère. Ce sont de très bonnes stats, je veux dire. Alors oui, on peut dire oui, mais peut-être pour un mana de moins. Je vous rappelle que pour un mana de moins, on avait en fait des trucs qui détruisaient des créatures au planeswalker, et généralement qui étaient en rituel. Là voilà, pour un mana de plus, on l'a en éphémère, on exile, et en plus on gagne des points de vie. Donc moi je prends. En rouge, pas beaucoup de cartes non plus, équipage captivant, un humain et pirate, 4-3 pour 4 dont un rouge, et bah écoutez, pour 4 dont un rouge, vous acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez, elle acquiert la célérité, et vous ne pouvez le faire uniquement qu'en rituel. Ce que j'aime bien en fait, c'est le fait que, généralement, tout ce qui est ces effets là où on prend le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour, c'est généralement pas très bon, voilà, disons-le. Généralement ce sont des cartes qui, voilà, vous les utilisez une fois, ouais, je vais taper avec ta grosse bête, d'accord. Et si c'est pas un kill, tant pis, t'as utilisé une carte pour juste faire un peu mal, mais le gars récupère sa bête, y a pas de problème. Là l'avantage c'est que l'équipage captivant, il permet de le faire plusieurs fois. Et c'est très bon, donc du coup le fait d'avoir cette réutilisation possible, moi j'aime bien, et ça fonctionne plutôt pas mal dans certains decks. Férocidonte déchaîné, alors lui il avait été banni du standard, c'est un dinosaure qui coûte 3 dont 1 rouge, c'est une 3-3 menace, les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie, et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, le Férocidonte déchaîné inflige une blessure au contrôleur de cette créature. Ce qui est très bien face à des jeux qui jouent beaucoup de créatures, donc voilà, le Férocidonte ça peut tout simplement être finalement une carte de contrôle, ou alors tout simplement de jeu grosse bête, parce que vous jouez une grosse bête, vous en foutez de perdre un point de vie, si jamais vous avez à côté une 8-8, piétinement, voilà par exemple, qui sort. Donc on s'en fout, alors que derrière, ceux qui vont jouer plus de petites créatures, pourquoi pas même des jetons, ils vont le regretter très vite. En vert, on a les rites de croissance d'Itlimok, un enchantement légendaire qui coûte 3 dont 1 vert. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous regardez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main, et le reste en dessous de votre bibliothèque, pardon. Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 4 créatures, vous le transformez, et vous le transformez en Itlimok, berceau du soleil, qui est vraiment excellent, puisque c'est un terrain qui fait du vert, mais pas que. Il va en fait aussi vous faire 1 vert pour chaque créature que vous contrôlez. Et du coup c'est extrêmement bon avec tous les jeux jetons certes, et en plus derrière tout simplement vous faire pas mal de mana, ça s'accumule très vite. Pour l'avoir déjà joué en commandeur c'est très bon, et en plus la condition pour se retourner quand même pas mal, c'est juste 4 créatures, sachant que si c'est à l'étape de fin, si c'est pas à l'entretien, donc du coup il n'y a pas un tour de table pour essayer de le gérer, c'est vraiment vous le jouez, si vous avez vos 4 créatures, boum, ah oui voilà ça se transforme, ça devient un terrain, ah et voilà, et puis c'est fini, vous avez Itlimok, et ça marche très très bien. Le sanctuaire des modeleurs, un enchantement pour 1 vert que j'ai très peu vu jouer, c'est dommage parce qu'il est très bon, puisque chaque fois que vous avez une créature que vous contrôlez qui devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Ce qui me semble quand même pas mal, parce que du coup, généralement les sorts de gestion existent, et en plus si vous jouez vert, vous jouez probablement avec soit des très bonnes synergies, soit avec des grosses bêtes, enfin il y a plein de choses possibles avec le vert, et généralement le vert apporte une très bonne value en fait dans un deck commander, donc le sanctuaire des modeleurs me semble pas mal. Certes ça ne protège pas, mais au moins ça vous permet de retirer un petit peu de pioche. Dans les cartes incolores, on a l'amulette primordiale, un artefact qui
pour 4, réduit de 1 le coût des éphémères et rituels que vous lancez. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, vous mettez un marqueur charge dessus. Et s'il y en a au moins 4, ensuite, vous pouvez les retirer, la transformer, vous la transformez en terrain, la source primordiale, qui en fait, vous pouvez faire du mana de n'importe quelle couleur avec ce terrain-là, mais quand vous l'utilisez pour lancer des sorts d'éphémère rituel, vous copiez ce sort. C'est très fort, très efficace, parce que réduction de coût d'un côté, génial, en plus que vous pouvez garder, vous n'êtes pas obligé de le transformer, et ensuite, copie automatique en utilisant le mana créé par le terrain. En plus, ça ne demande pas de mana supplémentaire quand vous l'engagez, donc du coup, voilà, c'est vraiment, vous l'engagez, vous avez la value. Point. Passons maintenant au combattant d'Ixalan. Alors c'est déjà une édition que j'aimais pas beaucoup quand je l'ai vue au niveau du commandeur, mais alors là en revenant dessus je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas grand chose à en tirer, je suis désolé, mais on va commencer par le blanc avec Destinée Radieuse et Massacrer les Forts. Destinée Radieuse, un enchantement qui coûte 3 dont 1 blanc avec l'ascension. Voilà, si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité pour le reste de la partie, c'était l'une des mécaniques de l'extension. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et si vous avez l'agrément de la cité, vous avez, elles ont aussi la vigilance. Donc voilà, c'est pas mal. Dans les différents decks tribaux, c'est plutôt bon. Sachant que bon, voilà, moi pour le test, voilà, je le joue dans mon Edgar Markov. C'est très efficace puisque Edgar Markov fait pop des tokens. Du coup, ce qui fait que vos jetons, ils comptent en plus dans les permanents que vous contrôlez. Donc ça va encore plus vite en fait pour que la Destinée Radieuse elle soit réellement efficace. Massacrer les forts, le rituel qui coûte 3 dont 2 blancs plutôt. Chaque joueur choisit n'importe quel nombre de créatures avec une force totale inférieure ou égale à 4 qu'il contrôle, puis sacrifie toutes les autres créatures qu'il contrôle. Ce qui est vraiment génial ici, c'est que bon, c'est une destruction un petit peu... c'est limité. C'est-à-dire que bon, si vous avez par exemple des créatures, je sais qu'il y a un deck dans lequel c'est très bon, Massacrer les forts, c'est dans les decks qui jouent avec des murs, voilà, si vous jouez Arcades par exemple, c'est très très bon, voilà, ou le nouveau mur qui est sorti, puisque oui, vos murs ayant généralement 0 ou à la limite 1 de force, ou même 2 au grand maximum, en fait, vous gardez généralement la plupart de vos créatures, si ce n'est pas la majorité de vos créatures, voire même toutes. Donc bon voilà, alors que pendant ce temps-là, les autres créatures adverses, les plus grosses, garder que 4 de force sur le board, c'est quand même très limité, et généralement ils gardent pas grand-chose, donc plutôt une bonne carte, vraiment. En noir, on avait la prophétesse du crépuscule et la fin de Vona. La prophétesse du crépuscule, vampire éclair, qui coûte 4 dont 2 noirs, c'est une 2-4 avec le vol, l'ascension aussi. Et au début de votre entretien, si vous avez l'agrément de la cité, révélez la carte dessus de votre bibliothèque et mettez-la dans votre main. Chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant le coût converti de mana de cette carte. Très efficace, en fait, c'est un bob. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'obscur confident. Obscur confident ? Dark Confident, obscur, oui, probablement. Et en fait, c'est juste que Bob, lui, vous faisait perdre des points de vie équivalents au coût converti de mana. Là, c'est l'inverse, c'est vous en gagnez et les adversaires en perdent. Ce qui est très très bon, honnêtement, pour l'avoir déjà joué plusieurs fois, c'est excellent même. Donc bon, c'est une très bonne carte. La fin de Vona, un éphémère qui a l'ascension lui aussi, qui coûte 3 dont 1 noir. Chaque adversaire sacrifie une créature. Si vous avez l'agrément de la cité, à la place, chaque adversaire sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle, arrondi à l'unité supérieure. Extrêmement bon parce qu'en fait, si on calcule, pour 3 dont 1 noir, en éphémère, on fait sacrifier une créature à chaque adversaire. Pas mal, sympa, pas fou, mais pas mal, voilà, on est sur des bonnes stats. Mais à partir du moment où vous avez l'agrément, c'est la moitié, c'est énorme. C'est une excellente carte en fait si vous avez l'agrément de la cité, sinon ça reste une carte tout à fait correcte. Dryade des jeunes pousses en vert, oui, on continue avec le vert, donc elle coûte 5, dont un vert c'est une Dryade 2-2 avec l'ascension elle aussi. Au début de chaque entretien, vous créez un jeton de Saprobionte 1-1. Les Saprobiontes que vous contrôlez gagnent +2/+2 tant que vous avez l'agrément de la cité. Alors, sans avoir l'agrément, bon, généralement ce qui est le cas quand même au tour où on joue la Dryade des jeunes pousses, puisque voilà, elle arrive quand même avec 5 de mana, généralement vous avez quand même d'autres choses à côté, donc... Cette dryade, elle va faire pop des 3-3, et bon, même si elle est gérée, en fait, vous avez quand même pop plusieurs fois des 1-1, sachant que c'est durant tous les tours, durant tous les entretiens. Donc c'est-à-dire, déjà, vous le posez, le tour suivant, vous avez déjà, au tour de votre premier adversaire, vous avez déjà un Saprobionte qui pop. Et ça va très vite. Sur un tour de table, si c'est pas géré, voilà, hop, 4 Saprobiontes, 3-3 en plus si vous avez l'agrément de la cité, sachant que ça peut très vite arriver aussi avec les jetons que vous allez poser, donc... Bravo, voilà, très bonne carte. Croc de sabre rétif, un dinosaure pour 3 dont un vert qui est une 5-5, oui, vous avez bien entendu, qui a l'ascension.
Lui aussi. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, et il ne peut pas attaquer ni bloquer tant que vous n'avez pas l'agrément de la cité. Très bien en fait, parce que bon, déjà, il y a moyen de jouer un terrain supplémentaire par tour, ce qui est très bon. Généralement, c'est un des effets un peu plus efficaces, je veux dire, le fait d'avoir des terrains supplémentaires à chaque tour, c'est une très bonne chose, donc du coup, on en profite. Derrière, voilà, bon, le fait qu'il peut attaquer et bloquer que s'il a l'agrément de la cité, on s'en fiche, disons que c'est un peu comme un petit enchantement, comme exploration, qui va vous permettre de poser un terrain supplémentaire par tour. Le modeleur de monde, un ondin chaman qui coûte 4 dont 1 vert, c'est une 3-3, et quand il attaque, vous pouvez mettre les 3 cartes dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ça n'est pas obligatoire, donc c'est bien. Et quand il meurt, vous mettez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain de votre cimetière. Très bon si vous jouez un deck du coup autour des terrains, et du coup du sacrifice de terrain, que ce soit Seigneur Vent des Vertus, Gitrog, Titania, ça marche très bien avec, et bah écoutez, voilà, c'est encore une très bonne carte. La montée d'Adana qui se transforme en temple et les Doraska. La montée d'Adana, je pense que vous la connaissez bien, puisque si vous avez jamais joué en fait en limité sur les combats d'Ixalan, c'était vraiment une excellente carte, ne serait-ce que même le standard à l'époque où on jouait Ondin avec montée d'Adana, c'était un petit peu débile, puisque c'est un enchantement légendaire qui coûte 3 dont 1 vert et un bleu, et au début du combat pendant votre tour, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, et si jamais elle a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle, vous transformez la montée d'Adana. Sachant que le temple et les Doraska, donc du coup le terrain légendaire qui est créé par la montée d'Adana, ou plutôt qui est la version transformée, vous faites du mana n'importe quelle couleur, cool, mais aussi derrière, pour 3 dont 1 vert et un bleu, vous l'engagez, la créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol et gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Ce qui généralement, étant donné que vous avez une créature qui a 3 marqueurs +1/+1 sur elle, donc ça peut facilement être une 4-4, 5-5, parfois 6-6, avoir une 12-12 vol, ça fait un peu mal quoi, voilà. Disons que ça fait très mal. Donc oui, Temple d'Oraska et Montée d'Adana, très bonne carte. Le voyage vers l'éternité, aussi un enchantement légendaire Aura, qui coûte 3 dont 1 noir et un vert, qui enchante une créature que vous contrôlez uniquement, et quand la créature enchantée meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle, puis renvoyez le voyage vers l'éternité sur le champ de bataille, transformé et sous votre contrôle. Et il se transforme du coup en Hadskal, caverne de l'éternité. Vous l'engagez, vous faites un mana n'importe quelle couleur, cool, et pour 5 dont 1 noir et un vert, vous l'engagez, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. C'est énorme, en fait, actuellement. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, vous avez un terrain pour 5 qui vous renvoie une créature directement sur le champ de bataille. Je veux dire, il n'y a pas de condition, rien, voilà, il suffit juste de l'avoir transformé. Sachant que, du coup, dans les decks sacrifices, ça marche pas mal. Dans tous les decks qui jouent noir-vert, en général, c'est très bon, en fait, puisque vous avez forcément des créatures qui vont mourir à un moment ou à un autre. Et le fait du coup d'avoir cette aura qui est là, ça peut aussi être un blocage pour les adversaires. Et son effet en tant que carte retournée, c'est vraiment trop bon pour être laissé de côté. Le soleil immortel, notre seule carte incolore, un artefact légendaire qui coûte 6. Les joueurs ne peuvent pas activer les capacités de loyauté de leur Planeswalker. Au début de votre étape de pioche, piochez une carte supplémentaire. Les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'aime beaucoup tout ce côté un petit peu, voilà, il y a tout, il y a de tout. Ça coûte cher, certes, si vous avez un peu de réduction de coût, c'est plutôt pas mal. Le fait de bloquer les Planeswalkers, ça peut être une bonne chose pour empêcher vos adversaires de faire n'importe quoi avec. Le fait de piocher en plus, de réduire les coûts, d'augmenter la force de vos créatures, d'augmenter les stats de vos créatures, c'est très bon en fait, c'est un énorme avantage pour vous. Donc du coup, un blocage pour les adversaires et plein d'avantages pour vous si vous jouez le soleil immortel. Passons maintenant à Dominaria. Alors je m'attendais à mettre plus de cartes bizarrement, mais finalement, pas tant que ça. Voilà, je me suis un peu restreint, je me suis dit je vais mettre quelques cartes sympas, et puis c'est tout. On va commencer avec le blanc, Maréchal Benalian, oui, puisque voilà, il est déjà joué en standard, mais là il va certainement un petit peu décoter. Mais voilà, moi j'aime bien le fait qu'il donne +1/+1 à toutes les autres créatures que vous contrôlez, c'est une 3-3 pour 3 blancs, donc bon, voilà, c'est des bonnes stats, c'est un bon effet classique, certes en commandeur, c'est pas le seul qui le fait, mais ça peut être une bonne alternative pour vous. Shalai, voix de l'abondance, oui, j'avais dit que je parlerais pas trop des créatures légendaires, mais celle-ci, elle est un peu particulière, puisque c'est un ange légendaire qui coûte 4 dont 1 blanc, c'est une 3-4 avec le vol, et qui vous donne à vous, les Planeswalkers que vous contrôlez, les autres créatures que vous contrôlez, la défense talismanique. Ce qui est très bien, parce que c'est une énorme protection en fait. Et en plus derrière, pour 6 dons de vert, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ce qui est encore une fois une excellente chose, parce que voilà, vous boostez toutes vos créatures derrière. Donc voilà, Shalai, ça peut simplement être une bonne carte de protection et de renforcement pour votre deck.
La salve désastreuse d'Urza, un rituel légendaire que vous ne pouvez lancer du coup que si vous contrôlez une créature ou un planeswalker légendaire, qui coûte 5, dont un blanc, pardon. Vous exilez tous les permanents non-terrain qui ne sont pas légendaires. Ce qui est très fort pour... Enfin, c'est tous les permanents non-terrain, quoi. Je veux dire, à côté de ça, on a juste Colère de Dieu qui coûte 4 et qui détruit toutes les créatures, c'est tout. Là, on exile tout ce qui est non légendaire. Alors certes, on peut dire oui, mais on a les commandants adverses, ils sont légendaires, ça va pas les exiler. Oui, mais si vous rasez tout le board à côté, je pense pas que le commandant à lui seul fasse toute la différence si le board à côté n'existe plus. Donc voilà, ça peut être une bonne chose, un très bon sort. En bleu, on a la guerre des antiquités. Voilà, bah oui, une saga, pourquoi pas. C'est vrai que c'est l'une des mécaniques les plus intéressantes quand même de cette édition. Et bah voilà, vous pouvez du coup sur le 1 et le 2 regarder les 5 cartes dessus sur la bibliothèque et révéler un artefact parmi elles et la mettre dans votre main et du coup mettre le reste en dessous de la bibliothèque. Et en plus derrière, au troisième, les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts 5-5, du coup jusqu'à la fin du tour. Bah du coup là c'est vraiment très bon en fait, et j'ai juste envie de dire, bah ouais, rien que le 3 en fait à lui seul, bah c'est sûr, les adversaires le voient venir et tout ça, ils vont essayer de vous gérer un maximum, mais bon, ils peuvent pas non plus gérer tous vos artefacts, ils peuvent certes gérer cet enchantement là, mais du coup ça fait que voilà, au moins le 1 et le 2 sont très intéressants, permettent un peu de filtrer la bibliothèque pour trouver les bons artefacts, donc du coup bah on va apprécier tout ça. Ensuite derrière on a la conjecture du Mirari, qui est aussi une saga pour 5, dont un bleu. Le 1 va renvoyer un éphémère de votre cimetière dans votre main, le 2 va renvoyer un rituel depuis votre cimetière dans votre main, et le 3 va faire que chaque fois que vous lancez un éphémère en rituel ce tour-ci, vous le copiez. Voilà. Très bien, bah écoutez, ça marche super. Pour l'avoir déjà joué, c'est une très bonne carte, et bon, le fait de donner de la récursion un petit peu à vos éphémères rituels, au moins un de chaque, et en plus derrière de faire de la copie, c'est très bon. Le champ de préscience, encore une fois un enchantement, oui, beaucoup d'enchantements en bleu, qui coûte 4 dont un bleu. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à n'importe quel moment. Vous pouvez lancer la carte dessus de votre bibliothèque, c'est un éphémère ou un rituel, et en plus pour 3 vous exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Voilà, donc du coup du filtrage, du jeu sur bibliothèque, beaucoup de jeux encore une fois sur éphémère rituel, et ça passe plutôt bien. En noir, les Saintes Écritures Phyrexianes qui coûtent 4 dont 2 noirs, aussi une saga bien sûr. Le 1 fait que vous ciblez jusqu'à une créature, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle et elle devient un artefact en plus de ses autres types. Ensuite pour le 2 vous détruisez toutes les créatures non artefacts, voilà, et pour 3 vous exilez toutes les cartes des cimetières de tous les adversaires. Très bon en fait, j'aime beaucoup cette Sainte Écriture Phyrexiane puisque bah c'est vrai que voilà, le fait de pouvoir protéger au moins l'une de vos créatures, si vous jouez en plus, ne serait-ce par exemple que dans un Breya, voilà, Breya avec plein de créatures artefacts, bah du coup derrière vous faites tout simplement en sorte que vos créatures ne puissent pas être détruites, voilà, qu'elles vont pas être touchées. Donc bon, on est content, et puis voilà, l'exil des cimetières derrière c'est un bon bonus. En rouge, le premier Planeswalker du jour, Jaya Ballard, puisque bah voilà, un Planeswalker bien rouge, qui coûte 5 dont 3 rouges, qui arrive avec 5 de loyauté, qui fait 3 mana rouges avec son premier +1, uniquement pour les éphémères rituels. Le deuxième +1 défausse jusqu'à 3 cartes et vous piochez autant de cartes. Bon, très bien, on a encore une fois du recyclage, en plus de capacités positives. Et derrière, le -8 qui vous fait gagner un emblème qui copie les... Et derrière, le -8 qui fait un emblème qui vous permet de lancer les éphémères rituels depuis votre cimetière. Voilà, avec, on peut dire un coup de flashback, même si c'est pas le cas. Et derrière, voilà, vous les exilez si jamais vous les avez lancés de cette manière. Et bah écoutez, voilà, très bonne carte, moi je l'aime beaucoup. Squee, l'immortel, bah oui, parce que vous pouvez le lancer depuis le cimetière ou l'exil, voilà, il coûte que 3, donc 2 rouges. Un petit gobelin de 1, toujours sympa, il y a des synergies qui fonctionnent bien avec. Bénédiction de Gaïa en vert, oui, pourquoi? Alors oui, j'aime pas trop cette carte, mais je dois en parler parce que elle m'a embêté un peu plusieurs fois ces derniers temps, puisque bah, j'ai tendance à jouer, dans tes charges, je joue la meule, bien sûr, il y a des combos meule, et le fait est que ce rituel-là, qui coûte 2, dont un vert, permet de mélanger 3 cartes ciblées, permet aux joueurs ciblés de mélanger jusqu'à 3 cartes ciblées dans son cimetière dans sa bibliothèque, et vous piochez une carte. Mais en fait derrière, quand la bénédiction de Gaïa elle est meulée, elle passe directement de votre bibliothèque à votre cimetière, vous mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque. Ce qui est plutôt très bon, et qui permet en fait de vous protéger un petit peu de la meule, voilà. Ça coûte moins cher que des titans Eldrazi, ou que le colosse de Sombracier et de Pestacier. Naître des cendres, alors celui-là j'ai jamais vu trop jouer, c'est dommage parce que je l'aime beaucoup. C'est un rituel qui coûte 3 dont un vert avec un coup de kick de 2 supplémentaires. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et vous la mettez sur le champ de bataille dégagé.
Et s'il a été kické, vous allez chercher à la place 2 cartes de terrain de base. Donc du coup, moi j'aime bien ce petit côté en fait où vous allez chercher des terrains de base qui arrivent dégagés. Les terrains qui arrivent dégagés, c'est toujours un petit peu plus fort parce qu'on peut faire encore un petit truc avec. Voilà, ce serait jouer un sort qui coûte 1 ou 2 en plus à côté, pourquoi pas. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal et ça mériterait d'être joué un petit peu plus souvent dans les jeux ramp. Même s'il y a déjà de très bons concurrents là-dedans. En multicolore, on a Joyra, capitaine de l'Aquilon. Oui, encore une créature légendaire, mais bon, il fallait en parler dans cette édition. Qui coûte 4, dont un bleu et un rouge. C'est un humain artificier 3-3. Chaque fois que vous lancez un sort historique, donc artefact légendaire et saga, vous piochez une carte. Écoutez, étant donné que votre commandant va être historique, puisqu'il est légendaire, que vous avez certainement des artefacts dans le deck, ça fait piocher aussi. Voilà, il y a plein de choses, voilà, je veux dire, bon, les sagas, peut-être que vous n'avez pas trop en utiliser, mais je veux dire, déjà, rien que ça, les sorts légendaires, les sorts d'artefacts vous font piocher, très bien, et c'est très efficace. La renaissance glorieuse des Archéens qui coûte 7, dont un blanc et un noir, un rituel légendaire, donc vous ne pouvez le lancer que si vous contrôlez une créature ou un planeswalker légendaire. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de permanents légendaires depuis votre cimetière, ce qui est tout simplement excellent quand vous jouez un deck qui est axé autour des cartes légendaires, ne serait-ce que voilà par exemple 6C, voilà. Capitaine 6C, pas l'original mais du coup la dernière version par exemple, ou d'autres cartes qui fonctionnent aussi sur les légendaires, Kétis, il est dans la bonne couleur, oui, on me dit que oui, il paraît. Voilà, donc très bonne carte aussi, et ça marche du feu de dieu quoi. Tatiova, Druides Bentic, une créature légendaire ondin et druide qui coûte 5, dont un vert et un bleu, c'est une 3-3. Chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Très bien, c'est de la value pure, et ça rentre dans pas mal de decks en fait finalement. Et dernière carte multicolore, Teferi, héros de Dominaria. Et oui, messieurs, dames, étant donné qu'il sort du standard, ça serait dommage de pas en profiter pour le jouer en commandeur. Donc un planeswalker qui coûte 5, dont un blanc et un bleu, qu'il arrive avec 2 cadeaux pardon. Le plus 1, piochez une carte, dégagez 2 terrains à votre prochaine étape de fin. Au début de la prochaine étape de fin, donc si vous le faites pendant le tour des adversaires, voilà, imaginons que ça puisse arriver. Toujours une bonne chose. Le moins 3, pardon, mettez un permanent non terrain ciblé dans la main de... Le moins 3, mettez un permanent non terrain ciblé dans la bibliothèque de son propriétaire en 3ème position à partir du dessus. Donc très bien, très bonne gestion, très fort. Donc bon voilà. Et le moins 8, vous gagnez un emblème à chaque fois que vous piochez une carte, exilez le permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Très bon, excellent même, mais bon, du coup il faut arriver jusque là. Ce qui est tout à fait possible avec le tempo, si jamais vous jouez un deck, imaginons, voilà, il est blanc-bleu, donc du coup j'imagine que vous allez jouer dans un deck contrôle plutôt. Que ce soit tout simplement blanc-bleu ou avec d'autres couleurs en plus. Donc, écoutez, faites-vous plaisir. En incolore, j'ai plusieurs cartes pour vous. J'ai le Home de la Multitude et le Mox d'Ambre. Le Home de la Multitude, voilà, équipement légendaire qui coûte 4. Au début du combat, pendant votre tour, vous créez un jeton qui est une copie de la créature équipée, excepté que c'est un jeton qui n'est pas légendaire si la créature équipée est légendaire, et il a qu'à la célérité. Et il n'est pas sacrifié à l'étape de fin, donc du coup c'est génial. Et l'équipement coûte 5, donc malheureusement c'est une carte, il y en a beaucoup qui disent oui mais c'est trop bien et tout, le Home de la Multitude. Mais le problème tout le temps c'est le coût d'équipement. Donc du coup si vous arrivez à le jouer dans un deck qui joue autour des équipements, qui permet de passer un petit peu outre ce coût assez pharaonique de 5, je vous avoue que ça peut être très efficace. Le Mox d'Ambre, lui, c'est un artefact légendaire qui coûte 0 et qui s'engage pour faire un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des créatures et des planeswalkers légendaires que vous contrôlez. Donc du coup voilà, il faut que vous ayez votre commandant sur le champ de bataille pour que ce soit réellement efficace. Alors oui, certes c'est moins intéressant que d'avoir un Mox qui permet de faire du mana directement et du coup de jouer votre commandant plus rapidement. Mais disons dans un deck, ça peut être un apport, un petit caillou sympa, qui est pas non plus extrêmement puissant, mais qui est toujours une bonne chose à prendre. Et la dernière carte, c'est notre terrain, la forteresse de la coterie, qui fait du mana incolore. Ou alors, pour 3, vous l'engagez, vous ajoutez un noir pour chaque marée de base que vous contrôlez. Très bien dans tous les decks qui jouent mono noir ou bicolore avec beaucoup de terrain de base. Ça peut être très efficace, mais je préfère quand même le mono noir. Voilà. Dans M19, on a quand même pas mal de cartes qui étaient bonnes dans M19 et j'aimerais bien revenir dessus. La Nova Purificatrice, alors une des Vras que j'ai beaucoup apprécié dans M19, mais malheureusement j'ai vu très peu jouer. Voilà, pour 5 en rituel, vous détruisez toutes les créatures ou vous détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Donc voilà, vous avez le choix, ça peut être très efficace, le fait d'avoir cette flexibilité pour pas trop cher quand même, voilà, on est sur juste 5 mana. C'est très bon et je pense que ça a tout à fait sa place dans le format. Mentor des Humbles, une réédition qui était la bienvenue, et franchement qui rocks toujours, voilà, un humain soldat pour 3 dont un blanc qui est une 2-2, et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ avec,
À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Voilà, donc très efficace. Moi je trouve que ça va très bien et que c'est une bonne carte, voilà, pour tous les jeux qui jouent un petit peu des petites bêtes, voilà, bon choix. Et la dernière carte blanche, c'est l'ange resplendissant, qui coûte 3 dont 2 blancs, c'est une 3-3 vol, donc déjà de bonnes stats. Au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci, vous créez un ange 4-4 vol vigilance. Super, et en plus pour 6 dont 3 blancs, jusqu'à la fin du tour, l'ange resplendissant gagne plus 2 et acquiert le lien de vie, donc du coup ce qui permettrait éventuellement de gagner les 5 points de vie pour faire l'ange derrière le 4-4 vol vigilance. Donc très bonne carte, qui fonctionne très bien dans les decks points de vie, qui fonctionne très bien dans les decks jetons aussi éventuellement. Voilà, si vous avez moyen de gagner des points de vie dans ce type de deck là, tout de suite, voilà, faire des 4-4 anges à chaque étape de fin, ça peut être efficace. En bleu, quelques enchantements, mine de rien. Altération métamorphe, un enchantement aura pour une créature qui coûte 2 dont 1 bleu. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez une créature, et la créature enchantée est une copie de la créature que vous avez choisie. Donc du coup voilà, vous avez mis une aura sur une créature, et du coup la créature devient en gros un clone d'une autre créature qui est déjà sur le champ de bataille. Donc c'est plutôt efficace, j'aime beaucoup ce petit côté-là. C'est assez sympa, et ça, je pense que ça a sa place aussi. Omniscience bien sûr, pour 10 dont 3 bleus, voilà un enchantement qui dit que vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Ah, très efficace, très fort. Et malheureusement un peu cher aussi, il faut le dire. Fusion avec la machine, un rituel qui coûte 4 dont 1 bleu, vous piochez un nombre de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. Très bon, même excellent franchement à partir du moment où vous jouez à un jeu artefact, même si vous avez, imaginons, simplement un artefact qui coûte 4 ou 5, bah pour 4 vous piochez 4, c'est déjà pas mal du tout en fait. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le Nirvana, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc on apprécie cette carte là. On continue avec des cartes avec synergie artefact. Sai, maître mécanoptériste, une créature légendaire, humain artificier qui coûte 3 dont 1 bleu, c'est une 1-4, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère, et à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, créez un jeton 1-1 mécanoptère avec le vol, créature artefact bien sûr, et pour 2 dont 1 bleu, vous sacrifiez 2 artefacts, vous piochez une carte, ce qui est très bon aussi. Donc du coup, il fait des mécanoptères en plus, super, il vous permet en fait d'entasser des artefacts supplémentaires, et ensuite derrière vous permet de les sacrifier pour piocher. Tézéret, maître artificier, pour 5 dont 2 bleus, un Planeswalker qui coûte 5, enfin qui arrive avec 5 de loyauté, pardon, plus 1, créez un jeton de mécanoptère 1-1 avec le vol, bien sûr. Pour 0, vous piochez une carte, si vous contrôlez au moins 3 artefacts, vous piochez 2 cartes à la place, très efficace. Et le moins 9, vous gagnez un emblème avec, au début de votre étape de fin, cherchez une carte permanente dans votre bibliothèque, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez sur votre bibliothèque. Donc très bien, je veux dire, l'ulti il est juste surpuissant. Le plus 1 permet de le protéger, voilà, le 0 permet de piocher, c'est top. Je veux dire, vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses sur ce Tézéret. En noir, le Baron de la Mort, et oui, parce que c'est une très bonne réédition, et du coup ce serait dommage de passer à côté, puisque le Baron de la Mort, en fait, pour 3, c'est un zombie et sorcier qui est une 2-2. Les squelettes que vous contrôlez et les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 et ont le contact mortel. Alors les squelettes, bon, voilà, bof, mais les zombies par contre, ça c'est quand même très bon. Lyanna, épargnée par la mort, qui coûte 4 dont 2 noirs, c'est un Planeswalker qui arrive avec 4 de loyauté. Plus 1, mettez les 3 cartes de votre bibliothèque dans votre cimetière si au moins l'une d'elles est une carte de zombie. Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Moins 2, la créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez. Moins 3, vous pouvez lancer des cartes de zombies depuis votre cimetière ce tour-ci. Ce qui est bien, c'est que le moins 3 peut être activé tout de suite quand elle arrive et qu'il n'y a pas de réel ulti finalement sur ce Planeswalker, mais juste une meilleure capacité à moins. Donc du coup, là évidemment, je pense au deck zombie, puisque il y a le mot zombie dans quasiment toutes les capacités, écoutez, profitez-en, je pense que ça a tout à fait sa place ici. Ouvrez les tombes, pour parler encore plus de zombies, enchantement qui coûte 5 dont 2 noirs. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de 2 noirs zombies. Voilà, écoutez, très fort. Je pense que ça reste pour moi une des meilleures cartes au niveau des decks sacrifices, etc. Puisque du coup vous gardez un body supplémentaire sur le champ de bataille derrière, parce que vous laissez un zombie, voilà, pourquoi pas. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Continuons avec le rouge, avec le maître Vandal Gobelin. Un gobelin qui coûte 4, dont 2 rouges, 3-3 bien sûr. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent plus 1, et vous pouvez sacrifier un gobelin pour détruire un artefact ciblé, ce qui est vraiment très très bon. Voilà, excellent même.
Ensuite, l'Atlis, reine des dragons, qui coûte 6 dont 2 rouges, un dragon légendaire bien sûr, 6-6 avec le vol. Chaque fois qu'un autre dragon non jeton arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous créez un 5-5 dragon avec le vol. Et en plus, pour 2 dont 1 rouge, les dragons que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors je l'aime beaucoup en tant que commandant, mais elle est aussi très efficace dans beaucoup d'autres decks qui jouent dragon, voilà, ne serait-ce que Ur-Dragon tout simplement, ou alors plein d'autres qui existent, voilà, en noir-rouge, en 5 couleurs, en tricolore, en bicolore, si jamais vous voulez jouer les différents dragons de Destin Reforgé, je vais y arriver. Et voilà, mais je veux dire, bon, l'Atlis, très bon choix. Sarkhan, le sang de feu, bien sûr, encore une fois du dragon, puisqu'il n'a pas assez. Pour 3, dont 2 rouges, t'as un Planeswalker qui arrive avec 3 de l'EET. Pour le premier +1, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Le deuxième +1 ajoute 2 mana de la combinaison de colorés que vous le souhaitez pour lancer uniquement des sorts de dragon. Et le -7 crée 4 de jetons de dragon avec le vol 5-5. Ah bah écoutez, c'est très efficace, c'est très bon. Le Sarkhan, il est peu cher, il fait du mana, il fait du looting. Donc on en profite un maximum. La dernière carte rouge, le décèlement de Sarkhan, encore une fois lui, qui coûte 4 dont 1 rouge, c'est un enchantement, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une force de 4, 5 ou 6, le décèlement de Sarkhan inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, donc très bien, très bonne gestion. Et si jamais vous lancez un sort de créature qui a une force supérieure ou égale à 7, il inflige 4 blessures à chaque adversaire et à chaque créature et Planeswalker qu'il contrôle. Excellent, vraiment excellent. Si vous arrivez à jouer ça dans un deck grosse bête, en fait, c'est juste superbement bon. En vert, on a Grive Boyeux Terreur de Kalsima, qui coûte 4 dont 1 vert, c'est un ours légendaire qui est une 4-3, et les sorts de créatures de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez coûtent 2 de moins à lancer, très bien, une bonne réduction de coût, et à chaque fois qu'il attaque, chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Alors oui, en tant que commandant c'est pas mal, mais je préfère le jouer dans un deck avec des grosses bêtes qui intègrent éventuellement le rouge, parce qu'en rouge-vert il y a des très grosses bêtes. Voilà, donc je pense vraiment que c'est pas forcément le mono vert le plus efficace, et qu'il y a d'autres combinaisons de couleurs dans lesquelles elle peut aussi briller. Le Sage du Reboisement, c'est une réédition, mais je dois vous pointer du doigt que c'est une très bonne carte. C'est un elfe chaman qui coûte 3 dont 1 vert, c'est une 2-1, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Ce qui est juste très bon, c'est l'un des meilleurs anti-artefacts et anti-enchantements du vert. Eh ben écoutez, voilà, mettez la main dessus. L'Armosaure Runique qui coûte 3 dont 2 verts, c'est un dinosaure 2-5 et à chaque fois qu'un adversaire active une capacité de créature ou de terrain qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez piocher une carte. Très bien, parce que les capacités activées sont une chose très courante dans le commandeur. Alors malheureusement ça ne touche que les créatures et les terrains. Voilà, c'est dommage mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, on a bien sûr Change-Lieu, réédition, très efficace en commandeur. Voilà, un rituel qui coûte 4 dont 2 verts, qui vous demande de sacrifier n'importe quel nombre de terrains. Comme partie de l'effet, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de terrains. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'au même nombre de cartes de terrain. Mettez-les sur le champ de bataille, engagez et mélangez votre bibliothèque. Très bon dans tous les decks qui aiment beaucoup avoir des changements, des arrivées en jeu de terrain. C'est juste, voilà, énorme. Vivienne Red, un Planeswalker légendaire qui coûte 5, dont 2 verts, qu'il arrive avec son bibliothèque. Le +1 fait que vous regardez 4 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles, et la mettre dans votre main, et le reste en dessous. -3, détruisez l'artefact, l'enchantement, ou la créature avec le vol ciblé. Très bien, excellent, même parce que voilà, le fait d'avoir de la gestion d'artefacts et d'enchantements sur un Planeswalker, et en plus de bêtes qui généralement ont tendance à passer au-dessus de vos défenses, c'est excellent, donc on en profite. Le -8, vous gagnez un emblème, les créatures que vous contrôlez ont +2/+2, la vigilance, le pétillement et l'indestructible. Très bon boost, même si honnêtement on est plus là pour le +1 et le -3. En carte multicolore, on en a quand même quelques-unes que je voulais vous pointer du doigt. Archer aux pointes empoisonnées, une créature qui coûte 4 dont 1 noir et 1 vert, elfe archer 2-3 avec la portée, le contact mortel, et à chaque fois qu'une autre créature meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie, ce qui est juste excellent parce que ce sont toutes les créatures, celles que vous contrôlez, celles que les adversaires contrôlent, et du coup ça fait extrêmement mal très vite. Seigneur de sang royal qui coûte 5 dont 1 blanc et 1 noir, c'est une 2-4 vampire soldat avec le vol, et au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, créez un jeton 1-1 chauve-souris avec le vol. Et c'est juste excellent parce que c'est au début de chaque étape de fin, et surtout gagner des points de vie durant les tours adverses, ça peut arriver, voilà, ne serait-ce que les effets d'arrivée en jeu une créature qui arrive en jeu, vous avez une créature qui dit que, si jamais vous avez une créature qui arrive en jeu sous le contrôle de n'importe qui, vous gagnez un point de vie, voilà, tout simplement. Et derrière, vous faites une chauve-souris avec le vol, donc du coup très bon défenseur, très bon attaquant par la suite, très bonne chose.
L'enchanteur Satyre, un nouvel enchanteur qui coûte 3 dont un vert et un blanc, c'est une 2-2, Satyre druide, et à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, piochez une carte, donc très bien, grand classique, et un nouvel ajout en blanc-vert cette fois-ci. Les artefacts creuser des mondes. Bah oui, parce que jouer des sorts de terrain depuis votre jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière, c'est très bon, ça ne coûte que 3. Et ben voilà, c'est très efficace, toujours aussi intéressant, il a été réédité quelques fois, mais son prix, voilà, j'espère qu'il va finir par baisser un petit peu, mais déjà, écoutez, mettez la main dessus, parce que ça c'est la réédition la plus récente, et probablement la plus facile à obtenir. La tombe profanée, encore une fois des chauves-souris, puisque c'est un artefact qui coûte 3, et à chaque fois qu'au moins une carte de créature qui quitte votre cimetière, crée une chauve-souris 1-1 avec le vol. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quitte votre cimetière, c'est-à-dire que vous pouvez l'exiler de votre cimetière pour un effet X ou Y, et du coup, bah, ça marche aussi. Vous pouvez le renvoyer dans votre main, le renvoyer sur le champ de bataille, le remélanger à votre bibliothèque. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être très efficace. Donc du coup, la tombe profanée, elle rentre dans beaucoup de types de decks finalement. Et bah écoutez, voilà, pourquoi pas. Je pense que ça peut être un très bon choix pour les decks sacrifices, pour les decks réanimation, tout ça. Enfin bon. Le butin du dragon, un artefact qui coûte 3, lui aussi, encore une fois. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous mettez un marqueur or sur le butin de dragon. Vous pouvez faire du mana de n'importe quelle couleur avec ce butin du dragon, mais aussi vous pouvez l'engager et retirer un marqueur or pour piocher une carte. Ce qui est très bon en fait. Surtout que c'est un accélérateur de mana, ce qui est généralement assez requis dans les decks avec des dragons, puisque bah voilà, hein, ils coûtent cher généralement. Donc un petit caillou en plus qui synergise bien avec eux, qui vous fait piocher, on est tout à fait d'accord. Et la dernière carte, c'est tout simplement la tour du reliquaire. Pourquoi ? Parce qu'un terrain qui vous empêche d'avoir une limite de nombre de cartes dans votre main, bah c'est génial, et voilà. Et ça fait de l'incolore, bon, ça on s'en fiche. Donc, bah voilà, on en est à peu près là au niveau des Rotettos. Je pense qu'il y a pas mal d'autres cartes qui sont intéressantes, mais généralement qui appartiennent à des archétypes en particulier, que ce soit le tribal autour de telle ou telle tribu, voilà c'est pour ça que j'ai pas trop abordé dans Ixalan toute cette partie-là, parce que vous pouvez me dire, oui, mais t'as oublié les gros dinos, tout ça, ou alors les pirates, ou alors les ondins, tout ça. Bon, déjà les ondins, j'ai pas trop oublié, j'en ai quand même mis un qui était intéressant. Enfin, il y en a même plusieurs, mais disons que tout ça, je pense que c'est un peu à vous aussi de décortiquer la liste en fonction de ce que vous voulez. Donc, allez jeter un coup d'œil sur ces 4 éditions-là, mais pour moi, celles-ci sont vraiment des cartes très intéressantes. Alors, à moins que vous ne soyez pas vraiment dans la logique de faire les archétypes de deck dont j'ai parlé pour chacune des cartes, bah écoutez, voilà, ne vous y intéressez pas, mais je pense vraiment que chacune de ces cartes, elle a un potentiel, elle est déjà jouée, ou elle mériterait d'être un peu plus jouée en commandeur, et voilà, pour ma part, moi je m'en vais en acheter quelques-unes, que je n'ai malheureusement pas, j'ai vérifié la liste, et mince, il y en a que j'ai pas. Donc bon voilà, pour vous dire, je pense que ces Rotettos, alors c'est peut-être pas l'année la plus prolifique au niveau des Rotettos, il y en a certaines qui sont un peu des rééditions, ou des alternatives, plutôt que des cartes réellement intéressantes et nouvelles en fait dans le format. Peut-être que l'année prochaine il y en aura plus, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette liste vous aura aidé à faire vos prochains achats. Notez que ça ne veut pas forcément dire que ces cartes vont baisser en prix, puisque il peut tout à fait y avoir le cas où d'un seul coup, les gens se disent tous dans tous les formats, bah oui, on va regarder les cartes qui sortent du standard, comme ça on pourrait les avoir pour moins cher. Et d'un seul coup ils se disent, je vais tester ça, voilà, une carte en particulier, ça marche, et du coup tout le monde se met à la jouer, du coup la carte augmente. Donc voilà. Attendez encore quelques jours éventuellement pour commencer à acheter, revérifier si les prix ont baissé ou pas sur Card Market. Et voilà, faites-vous plaisir, ou alors voyez avec vos copains à la boutique pour faire des échanges et récupérer ces cartes-là dont ils ne se serviront plus à cause de la rotation du format standard. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, c'est déjà, suivez-nous. Et surtout, à la prochaine, salut à tous, bye bye.